something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format consacré à la saga James Bond. Et on continue de préparer le terrain avant la sortie de No Time to Die, 25e film de la célèbre franchise, en revenant cette semaine sur un épisode un peu particulier qui aura longtemps été sous-estimé, voire carrément mal aimé, avant de finalement devenir l'un des opus les plus appréciés des fans. Je veux bien sûr parler de Au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors, comme annoncé dans le dernier Vodka Martini, on a clos le chapitre Sean Connery, puisqu'on n'abordera pas dans ces formats les deux derniers Bonds officiels tournés avec Connery, puisqu'après... Tant mieux, effectivement, parce qu'ils sont quand même un poil en dessous des quatre premiers, puisqu'après Opération Tonnerre, il a encore fait On ne vit que deux fois, en 1967, et il est revenu plus tard pour faire Les Diamants sont éternels en 1971, mais entre deux, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il a officiellement quitté la franchise une première fois, Alex. Oui, et c'est tout le challenge en fait pour ce nouvel épisode, pour les producteurs en fait, et puis pour EON Productions, parce que voilà, il n'y a plus Sean Connery, alors que les 4 premiers opus, et même le 5e, ont tous très très bien marché, que Sean Connery est établi comme étant le James Bond, et puis que vraiment il incarnait le rôle, et qu'il était en fait indissociable vraiment du personnage aux yeux des spectateurs et des producteurs. Et il se trouve que Sean Connery arrête. Alors, il voulait déjà arrêter après Opération Tonnerre, et finalement, sur On ne vit que deux fois, eh bien, les producteurs ont sorti un magnifique chèque. C'est souvent comme ça que ça s'arrange. Voilà, et qui a permis donc à Sean Connery d'être dans On ne vit que deux fois. Et puis ici, finalement, il a dit non, là, c'est mort, j'arrête. Il faut vous trouver quelqu'un d'autre. Donc, grosse pression de la part des producteurs parce qu'il faut remplacer ce personnage déjà iconique au cinéma et dans la littérature, bien entendu. Et donc, pour le trouver, ils cherchent en fait, et c'est ça la spécificité de cet épisode, c'est qu'ils cherchent le nouveau Sean Connery. Ils ne cherchent pas le nouveau James Bond, ils cherchent vraiment le nouveau Sean Connery. Et ils vont le trouver avec un mannequin australien qui travaille dans la publicité en Angleterre. Qui était vendeur de voitures avant ça. Ah oui, avant ça, exactement, vendeur de voitures. Et ensuite, il tournait dans des pubs, et c'est là qu'ils l'ont vu en fait, les deux producteurs, Saltzman et Broccoli, et ils se sont dit mais mon Dieu, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Sean Connery. Il a la même allure athlétique, le corps velu, le beau brun un peu classe, et puis les cheveux gominés, donc il serait parfait. Sauf qu'en fait, George Lazenby, il a jamais tourné dans un film de sa vie, il n'a jamais joué la comédie, mais ils disent on va essayer de faire des tests et on va voir ce qui se passe. Et les tests sont concluants au niveau justement de l'incarnation physique de James Bond. On voit qu'il arrive à se battre, qu'il arrive à tourner lui-même les scènes d'action. Par contre, ça pêche un petit peu plus au niveau de son jeu et surtout de son accent australien. Et là, on va lui demander de faire énormément d'efforts pour essayer non seulement d'apprendre la comédie, et puis de parler un peu comme un espion british. Puis finalement, il y arrivera, George Lazenby, puisque c'est lui qui sera engagé sur ce film, et puis qui donnera en fait un James Bond que je trouve très correct, qui a été souvent critiqué, décrié en disant mais ce mec c'est pas possible, on peut pas voir sa gueule, il gâche tout le film. Il a le désavantage d'avoir fait qu'un seul James Bond, et c'est vrai qu'il y a un vieux mantra qui dit qu'il faut faire 3 James Bond au minimum pour pouvoir s'imposer, et là le pauvre n'aurait pas eu cette occasion. Et c'est dommage parce qu'au-delà du fait que bien sûr il joue pas très très bien, je trouve qu'il l'incarne assez bien, ce James Bond justement à la fois brutal mais quand même émotif, et puis focalisé sur sa mission. Par contre, au niveau du tournage, c'est un peu le bazar, c'est-à-dire qu'il se frite un peu avec tout le monde sur le tournage. On peut imaginer la pression de ce mec-là, il était très jeune aussi à l'époque, il avait jamais tourné dans un film. C'est l'acteur le plus jeune qui a incarné James Bond de toute la franchise. Et on lui dit, voilà, il faut que tu aies ce poids énorme en fait d'une franchise déjà qui rapporte beaucoup d'argent et puis qui est installée dans la pop culture à cette époque-là. Il faut que tu incarnes James Bond. Donc c'est hyper compliqué. Il va se friter avec les producteurs, il va se friter avec les équipes du tournage, et le tournage sera aussi très très compliqué parce qu'il se fera dans la neige, en Suisse, dans les montagnes bernoises. Mais ça, je vais y revenir. Et donc du coup voilà. Et la manière dont le film introduit James Bond est aussi assez intéressante.
intéressante parce qu'il faut introduire ce nouveau personnage. Et comment on le fait ? À travers une scène pré-générique où on va le voir d'abord de dos dans sa voiture, puis ensuite on va lui voir juste le menton en train d'allumer sa cigarette. Il y a toute une ombre sur le haut de son visage. Il va arriver sur une plage pour sauver une jeune femme en détresse qui tente en fait de se suicider. Et puis là, il y a aussi un jeu de lumière magnifique sur cette plage où on va deviner la silhouette. On se dit mais est-ce que c'est Sean Connery ? Est-ce qu'il revient ? Et puis là, on voit le visage à découvert de George Lazenby qui dit My name is Bond, James Bond, et puis le film est lancé. On refait une présentation iconique de la même manière qu'on introduisait Sean Connery dans Doctor No. Et ça fonctionne du tonnerre. Et surtout, c'est suivi par un petit gag méta, puisqu'elle finit par s'enfuir, oui. cette fille. Et là, George Lazenby balance ça, c'était jamais arrivé à l'autre type. Donc là, on a une petite pique pour adresser, effectivement, ça n'est plus Sean Connery. Donc ce sera aussi un James Bond différent. Tout à fait. Et on adapte ici donc Au service secret de Sa Majesté, qui est un bouquin de Fleming qui a été écrit pendant le tournage de Doctor No. Donc en fait, c'est le premier bouquin qu'on adapte au cinéma qui a été écrit après que la franchise ait été lancée au cinéma. Et ça aura son importance. Et puis, à la base, en fait, on devait le tourner, ce film-là, avant. Il devait faire la suite, en fait, à Opération Tonnerre. Et finalement, on aura décalé parce que les repérages de tournage étaient hyper fastidieux parce que le film se passe, en fait, dans les montagnes et dans la neige, comme je l'ai dit. Et il fallait trouver un endroit de tournage qui permettait, en fait, avec tous les moyens techniques de l'époque, de se réaliser. Donc on décalera ça et c'est pour ça que finalement c'était Sean Connery qui devait faire Au service secret de Sa Majesté et finalement il aura fait Ondwijk 2 fois pour qu'ensuite le tournage soit décalé plus tard et que ce soit George Lazenby dans celui-là. Et d'ailleurs par rapport à l'adaptation et le changement d'acteur, enfin on a aussi un changement derrière la caméra puisque Terence Young laisse finalement la place après avoir réalisé 3 des 4 premiers films à Peter Hunt qui était le montage sur tous ses premiers films et dont c'est le premier long métrage d'ailleurs, et qui dès le départ a la volonté de faire justement un film très fidèle au roman d'origine et surtout beaucoup plus terre à terre que les précédents, en tout cas que le précédent, Ondwijk 2 fois, qui partait un peu dans des délires assez grandiloquents. Ouais. L'idée c'est vraiment de revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Exactement, on a un ton effectivement beaucoup plus sombre par rapport au précédent opus, aux 2 derniers surtout. On revient dans un film d'espionnage plus réaliste, un peu dans la veine justement de Doctor No et Bon baiser de Russie. Donc aux origines, on a une mise en place de l'intrigue qui est bien plus longue et bien plus lente aussi que les 2 derniers. On va vraiment se concentrer sur ce personnage de James Bond et sur la romance aussi dont je vais revenir après. Et puis on a aussi les gadgets qui sont absents de ce film, puisque Peter Hunt voulait vraiment revenir à une adaptation assez fidèle et réaliste. Alors que, sauf erreur, c'est quelque chose justement que Fleming avait ajouté à la suite des films, les gadgets. Je crois que, sauf erreur, c'était quand même moins présent dans les romans de base, mais à partir d'Au service secret de Sa Majesté, justement, il y avait un peu plus de gadgets pour répondre aux adaptations sur grand écran. Effectivement, et là, c'est vraiment une volonté de Peter Hunt, justement, de se séparer de ça. Et puis, dans l'adaptation en fait de ce bouquin, là où c'est assez drôle aussi de remarquer, c'est qu'on voit à l'écriture en fait déjà du film et au tenant du film, on voit clairement que Ian Fleming, quand il a écrit ce bouquin, c'était pendant le tournage de Doctor No, et on voit qu'il avait en tête vraiment que ce livre allait être adapté au cinéma. Donc en fait, il se lâche complètement, et c'est un film avec énormément d'action aussi, et puis beaucoup de prouesses techniques, notamment avec des poursuites à ski, des poursuites en voiture dans la neige et autres, qui justement nécessitaient un gars qui sait filmer l'action. C'est pour ça qu'on prend aussi Peter Hunt, qui est vraiment un as du montage et vraiment de la manière de raconter narrativement l'action et de faire ressentir le suspense et l'action. On l'avait dit dans les précédents épisodes, c'est vraiment quelqu'un qui a tenté des nouvelles choses, qui a expérimenté dans le montage et qui a eu une importance fondamentale dans le montage des scènes d'action et qui a innové avec certains trucs qui sont encore utilisés aujourd'hui dans les films d'action actuels. Exactement. Alors pour le pitch, parce que j'ai pas encore parlé de ça, mais en gros on retrouve l'organisation Spectre et puis James Bond va partir à la recherche de Blofeld, le grand méchant donc qu'on avait découvert
dans le film précédent, On ne vit que deux fois, qui était incarné par Donald Pleasance, on avait vu le visage de Blofeld pour la première fois dans les films. Après une montée en tension et une annonce par silhouette et par petites apparitions, on le voyait enfin. Les caresses du chat, ce genre de choses. Là, donc, on retrouve Blofeld, qui est incarné cette fois-ci par Telly Savalas, qu'on avait vu dans Les 12 salopards notamment, et qui succède à Donald Pleasance. Kojak. Exactement. Et Blofeld, il est reclus au Piz Gloria, donc au sommet d'une montagne suisse, et il prévoit, grâce à un virus, en fait, son plan machiavélique ici, c'est de stériliser l'approvisionnement alimentaire du monde. Et pour ça, il utilise un groupe de jeunes femmes de tout continent, qu'il appelle d'ailleurs les anges de la mort, et à qui il fait subir un lavage de cerveau, justement, dans le but, en fait, de les contaminer, qu'elles repartent chacune dans leur pays respectif pour contaminer le reste de leur population. Ce que je trouve assez drôle dans le hasard, en fait, de la sortie du film aussi, on est en 1969, on est à la fin de l'année 69, et il faut se rappeler qu'aux États-Unis, là où justement la franchise James Bond est hyper populaire, et ben en août, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu tous les événements avec Charles Manson, et justement cette idée d'un gourou qui hypnotise aussi tout un groupe de femmes tueuses. Donc voilà, c'est juste le petit hasard que j'ai trouvé, en fait, en revoyant le film. Et pour la petite anecdote aussi, au sommet de cette montagne, on est près du village de Mürren, en fait, dans le canton de Berne, en Suisse, au sommet du Schildhorn, qui est à peu près perché à 3000 mètres, qui a été baptisé le Piz Gloria, qui est toujours le Piz Gloria, hein, quand même, après toutes ces années, grâce au film. Le restaurant, donc, oui. Exactement. Et noté comme ça parce que c'est comme ça que s'appelait le lieu de Blofeld dans le roman. Tout à fait. Et en fait, le restaurant était en train d'être construit, je crois, à l'époque des repérages, et l'équipe a financé en grande partie la fin de la construction pour pouvoir tourner dans ce restaurant. Et qui fait qu'aujourd'hui, pour la petite anecdote, c'est devenu une attraction touristique. J'y étais cet été, puis en fait, j'y suis pas monté parce que vous saurez que ça coûte 100 balles l'aller-retour quand même en télécabine, juste pour monter pas comme ça, oui. dans ce restaurant iconique, puis ensuite aller se payer son plat là-bas. Voilà pour l'anecdote. Mais sinon, donc, on retrouve quand même, malgré ce ton qui dénote avec les deux films précédents, on retrouve quand même les codes inhérents à James Bond. On retrouve le poker, les assaillants à l'hôtel, le combat mano à mano dans une chambre, et le mano à mano qui sont dans ce film, je trouve, un poil surdécoupé, parce que là, du coup, c'est plus Peter Hunt qui assure le montage, mais John Glenn qui réalisera lui-même quelques James Bond par la suite. Et là, ils vont réduire encore la durée des plans, et des fois c'est limite, on retrouve un peu le même principe qu'on a aujourd'hui chez un Michael Bay, peut-être un peu moins épileptique, mais ça participe aussi à l'efficacité au final. Oui, complètement. Et puis, comme tu dis justement, dans ce montage et dans la manière de filmer l'action, il y a ce côté un peu haché, mais qui fonctionne pour moi du tonnerre. Je trouve le film absolument grandiose, honnêtement, de par déjà son intrigue, son récit, et puis toute la romance qui va se créer entre James Bond et sa James Bond girl ici, et toute l'issue, en fait, le travail autour de ce personnage et de la dimension humaine, en fait, de James Bond. Là, une des choses intéressantes et très marquantes dans la volonté de revenir à un truc plus terre à terre, c'est qu'effectivement, on abandonne tout ce qui a été fait à peu près dans On ne vit que deux fois, donc exit les vols de missiles, les bases de méchants dans des volcans, et surtout on montre, il y a une intrigue plus intimiste, comme tu le dis, où on explore la part humaine de Bond finalement, et on montre un personnage beaucoup plus sensible que ce qu'il avait été, justement à travers cette romance. Exactement, mais le film reste quand même hyper spectaculaire dans le déroulement de son action, et il y a vraiment des scènes, mais des prouesses de technique et des prouesses de mise en scène dans ce film-là, et vraiment des moments d'action absolument iconiques. Parce qu'au-delà des bagarres dont on a parlé mano à mano, qui sont très très bien dirigées par Peter Hunt. Dans une chambre remplie de cloches de vache. Oui, mais effectivement. C'est assez original. Non mais exceptionnel, et puis d'utiliser aussi le folklore suisse là-dedans, ça fait plaisir à nos petits cœurs forcément. Mais il y a vraiment ce montage, comme on a dit, saccadé, et puis qui alterne aussi dans la mise en scène de Peter Hunt entre plans serrés et larges, entre zoom et dézoom, vraiment mais ultra rapide, ce qui donne vraiment un dynamisme à la mise en scène assez fou. Et puis franchement, les scènes d'action, on retrouve James Bond qui part sur des skis, qui se fait courser par des méchants avec des mitraillettes sur des skis, des scènes
hallucinant. James Bond se retrouve sur un ski. Il y a le grand méchant Blofeld aussi qui se mouille justement là. Il va lui aussi partir à ski, ce qui est une nouveauté ici. On a Bond qui se retrouve menacé au bord du gouffre, qui est pris dans une avalanche, qui va faire du bobsleigh, qui va courir après des méchants avec une scène de bobsleigh hallucinante, et l'attaque aussi sur Piz Gloria à la fin avec un affrontement d'armes, qui est sur fond de soleil couchant, qui est assez grandiose. Ouais. C'est magnifique, et puis la photo aussi est assez sublime, notamment je le disais dans la première scène de la plage. Et les courses-poursuites de voitures, on a des courses-poursuites complètement folles sur la neige, sur la glace. Franchement, la manière dont ça a été tourné, je vous encourage vraiment à aller voir le making-of, qui est hallucinant, parce qu'on est quand même en 1969, et de tourner des scènes comme ça sur des skis, c'est-à-dire qu'ils ont embauché un skieur professionnel qui en fait faisait des petits films amateurs, et ils lui ont dit tiens, prends une caméra, montre-nous comment tu fais. Le mec devait skier à l'envers et filmer en même temps ce que James Bond faisait. C'était la doublure à ce moment-là de George Lazenby. Pour tout ça, je trouve le film vraiment hallucinant, et c'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs James Bond, parce qu'il est l'un des plus généreux, l'un des plus maîtrisés en termes de mise en scène, et l'un des plus spectaculaires finalement. Ouais, c'est clairement l'un des meilleurs en termes d'action, et aussi l'un des plus touchants, parce qu'on peut peut-être terminer là-dessus. Le fond du film, au-delà des scènes, des prouesses visuelles qui sont effectivement bel et bien là, c'est le cœur émotionnel du film, qui est la relation de Bond avec la James Bond girl du film, donc Tracy, incarnée par Diana Rigg, et qui constitue quelque chose d'assez inédit aussi dans la saga, et qui sera assez peu souvent exploré. C'est parce que c'est la première fois qu'on voit James Bond tomber réellement amoureux, et en fait être prêt à faire beaucoup de sacrifices aussi pour une femme. Il y a aussi cette première fois où Bond en fait est démis de ses fonctions à un moment donné par M, qui lui dit mais arrêtez, vous arrêtez cette mission, vous ne courez plus après Blofeld, vous êtes démis de votre numéro, de votre matricule 007. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard, notamment dans Skyfall, mais ici, Au service secret de Sa Majesté, c'est la première fois qu'on voit ça. Et la première fois, justement, qu'il tombe réellement amoureux d'une femme, tu l'as dit, Tracy, qui est incarnée par Diana Rigg, qui est une actrice britannique qui cartonnait dans Chapeau melon et bottes de cuir à l'époque, la série, donc. Et c'est elle qui se trouve d'ailleurs sur la plage au tout début et qui veut se suicider. Et c'est une James Bond girl géniale, parce que c'est une femme forte qui se rebelle contre l'ordre établi par son père, en fait. Père qui veut la garder sous son aile et même la faire marier de force. Et elle va se rebeller contre ça pour petit à petit être attirée par James Bond, mais lui résister au début aussi, il faut le préciser. Et c'est elle aussi quand même qui conduit la bagnole dans les courses-poursuites. Elle est active, elle lui vient en aide dans l'action. Elle le sauve. Et elle gagne la course de stock car quand ils sont poursuivis. Donc c'est une vraie femme d'action, effectivement. Exactement. Et puis l'issue en fait de cette romance va déboucher sur le mariage de Bond. C'est la première fois qu'on voit ça aussi à l'écran. Et puis là, chères auditrices et chers auditeurs, je vais vous demander de nous quitter un petit instant si vous n'avez pas vu Au service secret de Sa Majesté. On va spoiler un film qui est sorti il y a 50 ans. Oui, exactement. Non, mais quand même, Cacher les enfants. Il y a une fin, si vous l'avez pas entendue, j'aimerais quand même que vous puissiez la découvrir par vous-même avant de revenir ici. Donc maintenant que vous êtes prévenus, l'issue aussi de ce mariage va se terminer d'une fin absolument tragique, où en fait la James Bond girl, alors que James Bond vient de se marier, va se faire assassiner en fait par par Blofeld et sa comparse. Sa complice, voilà, la complice de Blofeld, c'est le mot que je cherchais, qui va l'assassiner alors qu'ils sont dans leur voiture en train de partir en nuit de noces. Et là, il y a cette fin, mais hyper brutale et hyper tragique. Ça arrive vraiment dans les dernières secondes. On croit que tout est fini, que ça se termine bien. Et exactement. Et c'est hyper surprenant en fait pour le spectateur. C'est hyper déconcertant et c'est hyper dramatique. C'est la première fois qu'on voit vraiment cette issue dramatique dans un James Bond, alors qu'avant c'était des happy end où James Bond finit dans les bras d'une James Bond girl. Et bien là, elle se fait assassiner. Il perd en fait l'amour, et le premier amour qu'il a réellement ressenti et pour lequel il s'est engagé en fait humainement. Et ça, c'est tragique. Et en fait, pourquoi ça arrive de manière aussi brutale aussi dans le film, c'est parce qu'à la base, cette scène n'avait pas été conçue pour être une scène finale, mais elle avait été conçue pour être une scène pré-générique en fait. Suivant. C'est ça, du film suivant, où ça devait s'ouvrir
par le mariage, l'assassinat et ensuite générique. Et puis là, il y a l'intrigue qui est posée et puis il y a l'attente de justement, mais attends, est-ce que James Bond va se venger? Et finalement, ça n'aura jamais lieu pour la simple et bonne raison que George Lazenby ne sera pas reconduit en James Bond. Et donc, du coup, Peter Hunt choisira de garder quand même cette scène et de l'inclure à la fin du film. Et pourquoi George Lazenby n'a pas été reconduit? Eh bien là, les théories sont diverses. On a entendu un peu tout et n'importe quoi là-dessus. C'est ça, c'est-à-dire que d'un côté, les producteurs disent « Ah bah en fait non, c'est George Lazenby qui lui-même n'a tellement pas supporté le tournage et puis la pression en fait d'incarner James Bond, parce qu'à l'époque, il était aussi dérangé par la presse sans arrêt qui lui disait alors vous allez être le nouveau Sean Connery ». Enfin, c'était insupportable pour lui. Donc les producteurs tiennent cette version-là, alors qu'en fait, le réalisateur, les techniciens et l'acteur lui-même tiennent une autre version qui serait qu'en fait il aurait été tout simplement viré à la fin parce que il aurait été tenu responsable du pseudo-échec du film. Il faut dire que le film n'a rapporté que 90 millions de dollars. Attention, c'est beaucoup, mais disons que c'est beaucoup moins qu'espéré. C'est un peu décevant par rapport au précédent. Par rapport aux 3-4 précédents en fait. C'est moins bien que déjà Bon baiser de Russie, qui était déjà un plus grand succès comparé à celui-ci. Et donc ce pseudo-échec commercial, en fait on le tiendra à George Lazenby qui finalement, on lui dira voilà, t'as pas été un bon James Bond, il faudra que tu t'en ailles pour que revienne justement Sean Connery une dernière fois avec Les Diamants sont éternels. Là aussi, un petit chèque en or bien sympa. Et ensuite, eh bien, ce sera Roger Moore dont on parlera la prochaine fois dans le Vodka Martini. Ce sera donc pour la prochaine semaine. On peut en tout cas terminer en disant qu'effectivement, cet épisode qui est assez à part, de par son acteur principal, son réalisateur, qui ne sont jamais revenus par la suite, il reste à découvrir si vous ne l'avez jamais vu, parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier. Ouais, il est grandiose. Un des meilleurs de la saga, je crois qu'on peut le dire. Complètement. Merci d'être venu nous en parler, en tout cas, Alexandre. Et merci à toi, Thibaut. On se retrouve donc la semaine prochaine pour entamer l'ère Roger Moore. On se réjouit. On se réjouit, absolument. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.